le titre, effectivement, parle de leadership visionnaire. On peut le faire de manière transversale, générale. Mais moi, j'aimerais peut-être un moment commencer par, revenons à la Belgique, vos activités ici, avec la réalité, sans doute en Belgique comme dans le restant de l'Europe, d'une population vieillissante. Quelle est votre vision sur la société et quelles sont les conséquences concrètes que vous, au sein du groupe initié? Pour l'Europe, pour la Belgique, comment est-ce que ça fonctionne? Ok, ça c'est... ouais. Innovation et vieillissement. Il y a déjà un paradigme que je voudrais peut-être tuer en introduction, puis je répondrai. Je vais essayer de parler un peu de ce qu'on imagine, de la vision. À travers ça, je pense qu'on essaie d'innover, mais je veux dire que l'innovation, c'est pas Géo trouve tout. Une innovation, c'est pas forcément une idée géniale qu'on invente aujourd'hui. L'innovation démarre par la recherche. Hein, et on est convaincu chez AXA que pour pouvoir innover sur des sujets comme le vieillissement de la population, il faut faire beaucoup de recherche. Alors, un exemple, nos métiers sont impactés par le vieillissement de la population pour deux raisons. D'une part, on vit plus longtemps. Hein, et donc, si on vit plus longtemps, les garanties que nous donnons sur la vie, hein, c'est-à-dire le fait qu'on garantisse qu'en cas de décès, vos ayants droit vont avoir une facilité en termes de capital, ces garanties-là vont durer beaucoup plus longtemps. Donc comme elles durent plus longtemps, il faut que je sois capable de conserver l'argent qui va me permettre d'honorer cette garantie de façon beaucoup plus longue. Et ceci pose un certain nombre de difficultés par rapport à la sécurité, ainsi de suite. Donc le premier aspect dans lequel on a dû beaucoup innover, c'est ce qu'on appelle le risk management. Donc c'est la façon de mesurer le risque et la façon, en fonction de cette mesure, d'avoir des placements financiers qui nous permettent de garantir à nos clients que oui, nous serons là pour pouvoir leur donner l'argent qui correspond à notre engagement. Voilà, la gestion de ce risque, pour ceux d'entre vous qui connaissent notre secteur, les États essayent de s'y intéresser, c'est ce qu'on appelle les modèles Solvency II. Dans la banque, ça s'appelle BAL 3, hein, c'est un peu le même principe. Et il y a deux grandes catégories d'entreprises, celles qui appliquent des modèles dits standards, et puis celles qui, par choix, peut-être aussi parce qu'elles sont un peu plus grandes, essayent de développer des modèles internes pour aller un peu au-delà et mieux apprécier ce risque. AXA fait partie de celle-là. Et nous sommes l'un des grands contributeurs, parce que d'autres marques très bien installées en Belgique, comme AG, comme Allianz, sont également des contributeurs. Nous sommes des contributeurs à l'évolution de la réflexion internationale sur comment avoir des dispositifs de sécurité qui permettent de bien gérer son risk management. Deuxième exemple, alors qui touche cette fois-ci directement nos clients et nos produits, c'est à travers le vieillissement, la dépendance. On a beaucoup investi en recherche sur la dépendance parce que nous croyons que le métier d'assureur a devant lui une vraie thématique qui est extrêmement noble. Parce que quoi de plus noble qu'on protège les avoirs et la vie de nos clients que de protéger la fin de leur vie, puisqu'il est prouvé, et on a fait beaucoup de recherches là-dessus, que la dépendance, c'est l'affaire de 3 ans. En moyenne statistique, nous avons prouvé que nous serons statistiquement tous dans une phase de dépendance, c'est-à-dire où nous avons des besoins médicalisés qui dépassent ce que nous pouvons faire nous-mêmes, ces besoins de dépendance pendant une période de 3 ans. Et alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est assurable. Vous savez, pour être assurable, il faut que ce soit un peu au hasard. Parce que si vous venez me demander un contrat parce que vous êtes sûr que ceci va arriver, évidemment, je suis le dindon de la farce. Voilà. Donc, comme on est entre nous, il n'y a pas de dindon, il y a juste un bon équilibre statistique. Et donc, la dépendance, vous fumez pas. Vous avez fait beaucoup de sport, vous n'avez pas fait beaucoup de sport. Vous avez vécu en ville, vous avez vécu à la campagne. Vous êtes dans une économie développée comme la Belgique, dans une économie émergente comme le Brésil. Statistiquement, dans tous les cas, vous aurez une phase de 3 ans de dépendance. Pendant cette phase de 3 ans, vos dépenses de santé représenteront 50% des dépenses totales de santé que vous aurez investies sur l'ensemble de votre vie. Donc on se dit, c'est quand même fantastique. Si on est capable de trouver quelque chose qui fasse que ces 3 dernières années, qui est un moment infiniment court dans le cycle de vie, nous puissions être présents à côté de vous, c'est génial. Voilà, donc
on fait beaucoup de recherches. On a atteint aujourd'hui la conviction que ça n'est pas assurable exclusivement par le privé, parce que pour que ça puisse fonctionner, il faut que tout le monde cotise un petit peu. Le un petit peu, c'est sans doute entre 10 et 15 euros par mois. Donc ce n'est pas considérable, mais néanmoins c'est quelque chose. Donc on fait beaucoup de lobbying pour voir avec les États comment est-ce qu'on peut mettre en place ce type de choses. On continue notre recherche parce qu'avant que tout ceci se mette en place, on se dit on peut proposer des produits où, en fonction du moment où vous acceptez de les souscrire, eh bien, vous aurez accumulé un capital que l'on sait bonifier et que l'on peut vous rendre au titre de la dépendance, ou plutôt que vous le rendre, on peut essayer d'inventer des prestations, de contribuer à la création de réseaux de maisons médicalisées ou équivalents. Et donc plutôt que de vous rendre en argent ceci, et quand on est dépendant, en général, on ne sait pas très bien dépenser son argent parce qu'on n'a plus forcément toute sa tête, vous rendre le service qui correspond à l'argent que vous nous aurez confié. Voilà. Et donc là, ça fait partie de nos réflexions. On est en Belgique un investisseur immobilier important. On a environ 3 milliards d'actifs en immobilier. Et en ce moment, on se dit, est-ce que dans le cadre de notre responsabilité sociétale, dans le cadre de ces recherches que nous faisons, il ne serait pas temps de peut-être investir un peu plus dans des réseaux de maisons médicalisées, dans des réseaux d'accompagnement de personnes à domicile, plutôt que dans de l'immobilier de bureau ou dans de l'immobilier d'habitation, qui sont à ce jour les investissements que je me permettrais de qualifier d'un peu moins innovants que ceux auxquels je citais. Voilà, donc voilà deux exemples. On pourrait continuer, mais je pense que je vais peut-être plutôt choisir la voie de, à un moment, prendre un autre domaine, écouter votre réponse, et puis de voir s'il émerge des espèces de fils rouges au travers de différents dossiers que vous traitez. Donc prenons effectivement le changement climatique, l'impact d'inondations, de débordements, oui, la nature quelque part qui impacte donc aussi sur la gestion du risque que vous faites. Par rapport à ce challenge-là, encore une fois, quelle est votre approche? C'est à nouveau connaître le risque au mieux ou c'est plus le hasard qu'il faut maîtriser? Alors oui, là-dessus on a une vision qui est très simple. On s'est dit qu'on n'a pas le droit de faire l'autruche, donc on ne peut pas mettre la tête dans le sac. Donc il faut qu'on se débrouille pour intégrer ces évolutions climatologiques dans nos tarifs, dans nos réserves, et ainsi de suite. Mais on se dit que, et c'est ça notre vision, nous voulons le faire selon un principe qui est le juste prix. Moi je dis, je n'ai pas de bons ou de mauvais clients. J'ai des clients qui ont la chance, pour certains, d'habiter dans des zones non inondables, pour d'autres, d'habiter dans des zones inondables. Les deux, pour moi, sont des bons clients. Ma responsabilité, c'est de les aider à prendre conscience de ceci et d'être capable d'adapter ma tarification de sorte à ce qu'ils comprennent ce qu'on leur demande et qu'ils le ressentent comme étant équitable. Donc c'est la recherche d'équité. Et ça passe par des outils un peu innovants que l'on essaye de mettre en place. Par exemple, aujourd'hui, on est quasiment capable, si vous nous donnez le numéro de la rue dans laquelle vous habitez, statistiquement, je vais être capable de vous dire combien de fois, tous les 10 ans, vous allez subir une catastrophe naturelle. Votre maison. Et très curieusement, si vous êtes... Alors, en Belgique, c'est compliqué parce qu'en France, c'est simple. Il y a les numéros impairs d'un côté et les numéros pairs de l'autre, dans toutes les rues. Alors, si on était en France, je dirais, si vous habitez au numéro 11, votre risque n'est pas du tout le même que votre voisin d'en face qui est au numéro 10. On le comprend, si la rue est en pente et qu'il y a un torrent qui dévale, celui qui est sous la pente va être inondé. Voilà, donc on est capable de faire ça, mais je crois que vraiment la vision, c'est il n'y a pas de mauvais clients, il y a un juste prix pour chacun. Et la responsabilité sociétale que cela pose, c'est jusqu'à quel point est-ce qu'on accepte de mutualiser le risque. Un jeune, on a tous des enfants, voilà, un jeune, quand il prend une voiture pour la première fois, statistiquement, on sait qu'il coûte 3 fois le prix de ce qu'il paye. Voilà. Est-ce que 3 fois, c'est normal? Aujourd'hui, l'équilibre du marché, alors je ne parle pas d'AXA, l'équilibre du marché, c'est de dire un jeune, il paye... On constate qu'il paye un tiers de ce qu'il coûte vraiment. Est-ce qu'on doit augmenter ça pour aller jusqu'à 50%, au risque que certains jeunes ne puissent plus s'assurer, parce qu'ils n'auront plus les moyens, que donc la collectivité va quand même payer, parce qu'il n'y a pas de mystère.
en responsabilité. S'il y a un accident et qu'il écrase quelqu'un, évidemment, nous allons assumer les conséquences du sinistre. Est-ce qu'à l'inverse, il faut dire un tiers, c'est trop, il faut baisser à 25%? À ce moment-là, nous acceptons tous, nous autour de la table, qui n'avons pas eu de sinistre depuis 30 ans, d'avoir 2% de majoration de prime pour financer ceci. Voilà, donc quel est le bon équilibre? Et ça c'est quelque chose qui est assez difficile, parce que ça dépend beaucoup de la culture du pays. Et je crois qu'on ne peut raisonnablement avoir de vision et innover que si on intègre bien la culture du pays. Le Belge, par exemple, est culturellement un peu plus mutualiste que ne l'est l'Anglais. L'Anglais va vouloir payer son prix à lui tout seul dans son coin. Point. Les autres, ils se démerdent. Voilà. Le Belge a une culture de mutualisation. Il dit non, on est quand même un pays où il faut s'entrépauler les uns des autres. On met en place des fonds communs de garantie. On met en place ce type de mécanisme. Voilà. Donc à la fois, on a des solutions, mais en même temps, évidemment, on a une responsabilité sociétale qui nous force à nous poser la question du bon équilibre. Ça peut passer aussi par des négociations avec la puissance publique. Est-ce qu'on fait un fonds commun de garantie pour les risques qui ne seraient pas assurés ou qui seraient assurables de façon trop chère, selon un dispositif, cette fois-ci totalement mutualisé au niveau du gouvernement, qui fait que c'est à travers l'imposition que chacun y contribuerait? C'est un choix de société. C'est un choix de société. Très bien. Alors, j'aimerais encore parler aussi de la crise financière, mais ça va nous mener trop loin. Ah oui, non, mais je parle trop. Non, mais c'est très bien. Je pense que ça nous aide tous beaucoup à comprendre le métier que vous opérez tous les jours. Et donc, moi, j'aurais envie de vous demander, justement, donc, dans ce monde changeant, quel est votre rôle de patron d'une grande société, comme vous l'avez dit, comme AXA? Est-ce que c'est surtout de réorienter votre staff en interne? Est-ce que c'est à eux qu'il faut faire prendre conscience? Est-ce que c'est plus par rapport au pouvoir public qui a besoin de les alerter? Ou au contraire, c'est peut-être par rapport à la clientèle? Comment est-ce que vous-même, vous voyez votre rôle pour faire que AXA continue à performer? Je vais vous répondre à quoi je passe mon temps. Puis après, vous en conclurez. Je passe, je pense, plus de 60% de mon temps à essayer de générer de la fierté en interne. Donc je crois, on est dans des sociétés chez AXA où on a une pyramide des âges qui est plutôt un peu vieillissante. On n'est pas un métier qui paraît extrêmement sexy, on en parle. Voilà. Et donc, on souffre du fait que nos équipes, par moments, sont lasses. Elles sont lasses. Et comme on est dans un métier qui devient de plus en plus de commodity, c'est un vrai sujet. Donc, une grande partie de mon temps, 60% de mon temps à peu près, c'est essayer de partager une vision avec les équipes, de sorte à leur redonner la fierté. Le partage de la vision n'est pour moi que le moyen. L'objectif, c'est redonner la fierté. Voilà. Est-ce que chacune et chacun de mes collaborateurs, le soir, vont être fiers, voilà, de parler à leurs voisins, voisines de ce qu'ils ont fait chez AXA, ou de ce que AXA a fait dans la société belge? Si nous arrivons à faire ça, on va recréer un élan collectif qui va, je pense, de très loin dépasser tous les mécanismes internes que l'on pourrait mettre en œuvre. Donc ça, c'est vraiment une part importante de mon temps. Je passe une autre part significative de mon temps, je veux dire 20%, sur des sujets d'économie. Quand je dis d'économie, c'est de maîtrise des coûts. Pourquoi? Parce que on est dans des... là aussi, la concurrence existe, on est dans des sociétés qui deviennent de plus en plus... Enfin, dans des produits qui deviennent de plus en plus consuméristes, donc le consommateur, le client regarde, choisit. Et il faut que, comme toutes les entreprises industrielles, nous économisions tous les ans 4 à 5% de nos coûts. C'est-à-dire qu'on combatte l'inflation à travers des gains de productivité. Et donc pour ça, il faut qu'on imagine des nouveaux process, il faut qu'on imagine des nouveaux sujets informatiques, il faut qu'on imagine des nouvelles façons de faire. Voilà, un exemple tout bête. Il existe. Imaginez que quand vous avez fait l'objet d'un vol, votre assureur vous appelle. Vous dites, voilà, je viens d'être volé. Et la réponse de votre assureur, aujourd'hui, la réponse de l'assureur, classiquement, c'est, cher monsieur, on va tout faire pour vous aider. Est-ce que demain matin, à 9h du matin, vous êtes disponible? Je vous promets, l'expert sera chez vous demain matin pour expertiser avec vous les dégâts. Et nous allons nous mettre d'accord sur combien on doit vous rembourser. Et vous êtes super content.
Enfin, je l'espère. Maintenant, imaginez que je casse les codes et je vous dis, cher monsieur, combien vous a-t-on volé? Vous me répondez 1 200 euros. Je dis, ok, 1 200 euros. Bon, vous êtes sûr, hein, vous avez des justificatifs, parce que moi, à la limite, je vais vous rembourser tout de suite 1 200 euros. Gardez les papiers avec vous. Vous savez, on fait des tests réguliers pour s'assurer qu'on travaille en bonne confiance. Moi, je vous fais confiance. Si vous me dites 1 200 euros, vous avez 1 200 euros sur votre compte en banque tout à l'heure. Il y a une société d'assurance qui fait ça dans le monde. Elle n'est pas très loin d'ici, elle est en Hollande. Et ça marche. Voilà. Et la réponse du client, traditionnellement, est de dire, écoutez, 1 200, finalement, c'est peut-être plutôt 1 075. Je dis, ok, 1 075, c'est bon, votre compte en banque est bien celui-ci. Monsieur, vous avez la somme ce soir sur votre compte en banque. Voilà. Qu'est-ce que ça vous donne comme image de notre métier? Voilà. Qu'est-ce que moi, ça me permet de faire? Moi, ça me permet de faire que j'ai besoin de 4 fois moins de personnes pour régler le même sinistre. Alors, il me coûte peut-être un peu plus cher. Il va peut-être me coûter 1 075 euros. Je suis désolé, je vous regarde, monsieur, mais vous avez été très honnête et je vous en remercie. Là aussi, j'avais fait passer l'expert, on aurait discuté, on serait tombé à 1 050. Voilà. Mais en attendant, en un coup de fil, c'est réglé. Alors que sinon, il me faut une semaine et 3 personnes qui s'en occupent. Voilà. Alors, me direz-vous, ça dépend aussi un peu de la culture. Ça dépend aussi de la culture. Et pour faire ça, il faut à la fois une culture d'entreprise où on fait confiance, et il faut avoir créé dans la relation avec son client une culture où le client fait confiance et on se sent réciproquement, on ne cherche pas à se truander l'un l'autre, quoi. On ne fait pas ce qu'on fait avec, en général, l'administration fiscale. Le premier objectif est de voir comment... Non, là, on est... Je parle pour les Français. Hein. Surtout en ce moment. Bon, donc cette culture, et donc ces 20% de temps que je passe à essayer d'injecter de la productivité de l'entreprise, le moyen que j'utilise, bien sûr, il y a des tas de décisions qu'il faut prendre, mais au fond, le ressort et le moyen que j'essaye de mettre en œuvre pour ça, c'est de développer une culture où chacun se sent responsable de ce qu'il fait. Vous savez, quelquefois, je fais le tour de plateau et je rencontre des gens qui me disent c'est épouvantable, ça fait depuis 10 ans que pour faire cette opération simple, je dois tourner 3 écrans informatiques. Je dis c'est quand même bête, pourquoi est-ce qu'on ne met pas tout ça sur un seul écran? Et la personne répond mais parce que jamais personne n'a voulu s'y intéresser. Voilà. Et ça, je combats. Je dis si, il y a quelqu'un qui doit s'y intéresser, c'est vous. Harcelez votre management, harcelez l'IT. S'ils ne veulent toujours pas, escaladons ça. Organisons notre entreprise pour que ce type d'idées puisse vivre, puisse bousculer, puisse forcer les portes. Après, on ne peut pas tout faire, on décidera. Mais qu'au moins, on ait l'occasion de le faire. Donc ça, c'est la deuxième grande partie de mon temps. Puis après, je passe 10% de mon temps dans des endroits très agréables comme ici. J'espère que le lunch aujourd'hui va aider à former votre vision sur vers où AXA doit aller. Ce qui me frappe très fort dans la réponse que vous me donnez, c'est que finalement, une grande partie, me semble-t-il, de l'appréhension du futur, finalement, passe par l'interne. C'est faire que vos gens travaillent de manière plus efficace et, comme vous dites, aient plus de fierté. Donc, quelque part, moi, ça m'induit l'idée que vous avez confiance dans les capacités techniques de vos équipes pour bien comprendre quels sont les défis qui sont autour de vous. Oui, pas uniquement. Hein. On a parlé d'innovation dans des domaines où on faisait de la recherche ou dans des domaines qui permettent à l'entreprise de rester compétitive. Il y a tout un autre volet qui est comment est-ce qu'on réagit par rapport à des évolutions sociétales. Aujourd'hui, quand je recrute quelqu'un qui a 24 ans, il voit, j'espère qu'il n'y a pas d'informaticien ici, parce que je veux dire des bêtises, enfin, il voit l'ordinateur, là, le gros machin qui souffle en permanence en faisant plein de bruit, avec l'écran, si possible, l'écran d'un IMS, là, d'un mainframe. Voilà. Et il dit c'est nul ça. Lui, il arrive avec son iPad, il arrive avec son BlackBerry, son iPhone. Voilà, donc on a tout ce type d'évolution sociétale. Internet en fait partie. Comment est-ce qu'on va consommer? Ce qu'on appelle le click and face, hein, c'est-à-dire la façon de se renseigner d'abord sur Internet pour devenir un client intelligent et d'avoir envie, in fine, une fois qu'on est intelligent, de se confronter à un professionnel pour finaliser l'acte de vente. Tout ceci sont des processus clés dans des modes de consommation
que là on examine à travers les filières marketing et qui vont nous aider à appréhender ce qu'on appelle la client journey, donc les expériences clients, de sorte à essayer d'être le plus approprié. On a un challenge majeur dans le monde de l'assurance là-dessus en Belgique, qui est quelle va être la place d'Internet et comment est-ce qu'on va efficacement utiliser Internet dans notre mode de distribution, sachant qu'en Belgique, l'assurance est distribuée par courtage, que pour AXA, c'est le modèle principal, et que évidemment, on ne veut pas, à travers Internet, déposséder le courtier de ce qui fait sa valeur vis-à-vis du client, qui est ce conseil qu'il est capable de lui donner. Mais on ne veut pas non plus priver nos clients de la capacité de devenir intelligents, parce que sinon, ils vont aller voir quelqu'un d'autre. Donc ça, ce sont des sujets de stratégie. Ceux-là, on les prend en compte à travers des processus de réflexion stratégique qui sont drivés soit par le marketing, soit par des Innovation Awards qui nous ouvrent un petit peu l'esprit sur ce que font les différents pays. Et on intègre ça dans des planifications stratégiques à 3 ou 5 ans. Voilà, qui nous permettent de nous donner une image sur comment va se répartir la chaîne de valeur et en fonction de ça, d'ajuster nos budgets annuels. Très bien, mais je pense qu'on a déjà couvert pas mal de terrain. Moi, je propose qu'on partage ensemble maintenant le plat principal et puis ensuite, on aura l'occasion de revenir sur tout ce que vous avez raconté avec un regard un peu différent, celui du monde académique. Merci en tout cas. Merci. Dus zoals u weet hebben we de gewoonte bij de lunches van topmanagement om eerst te luisteren naar de ervaring van de realiteit in het bedrijfsleven en om dat vervolgens af te toetsen met een meer academische kijk op zeg maar dezelfde problematiek. In dat kader dus ga ik meteen vragen aan Benoît Gailly van mij hier te vervoegen en van zijn invalshoek te geven op wat Emmanuel de Talouet ons net verteld heeft in zijn boeiend exposé, dacht ik. Maar vooraleer dat we daartoe komen, rapidement, je vous introduis Benoît Gailly. Il est professeur à l'UCL. Il a des formations, je ne vais pas rentrer en détail, mais très similaires à celles de l'orateur précédent. Ce qui est important, je pense surtout pour vous à savoir, c'est qu'aujourd'hui, il est professeur en innovation et stratégie. Et donc, je pense que quand on parle de vision, de regard vers l'avenir, clairement, stratégie et innovation doivent jouer un rôle fondamental. Et donc voilà, je vais sans plus attendre, parce que le temps avance, lui demander de me rejoindre en lui posant d'abord la question de nous dire qu'est-ce qui l'a frappé dans ce qu'il vient d'entendre et quelles donc sont ses premières réactions. Et puis ensuite, nous continuerons notre conversation. Merci beaucoup. Un premier point qui est le fait que bien qu'AXA soit une entreprise de service, elle ait une politique d'innovation assez active. Alors que dans beaucoup d'environnements, on sépare un petit peu, on parle de nouveaux produits basés sur de la technologie, mais dans le domaine des innovations dans les services, c'est moins connu, moins reconnu, alors qu'il y a au moins autant d'innovation dans les services, dans la manière de les délivrer, dans la manière de les organiser, que dans les produits. Alors, est-ce que AXA est un first mover, un entrepreneur, etc. Moi, je vais utiliser le mot de fast follower, qui est de se dire, le but de l'entreprise n'est pas de venir toujours avec le dernier truc, le dernier gadget, le dernier fonds, etc. Mais de regarder, on a parlé de recherche, c'est quelque chose de très important, les leaders innovants observent, écoutent, réseautent. Ce n'est pas des gens qui sont dans leur coin à juste inventer des choses en fumant des trucs bizarres. Donc le côté recherche, le côté voir ce qui se fait ailleurs et se dire, dans toute cette recherche, dans toute cette observation, qu'est-ce qu'on peut intégrer chez nous, comment peut-on améliorer nos produits, nos services. Donc je pense que ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect qui m'a frappé, c'est l'idée d'alignement. C'est le fait que, rappeler finalement que l'innovation est un moyen, n'est pas une fin en soi, et on voit encore trop d'organisations, pas les vôtres, mais d'autres organisations, où on innove pour innover. Alors, il faut innover, pourquoi? Je ne sais pas très bien, mais il faut innover. Comme il y a 15 ans, on faisait de l'Internet parce que tout le monde fait de l'Internet. Aujourd'hui, on va faire du réseau social parce que tout le monde fait du réseau social, et on ne se pose pas assez la question de pourquoi. Or, en fait, différents types d'innovations vont répondre à différents types d'objectifs stratégiques. Et moi, ce que j'ai senti, entendu, c'est le fait que
on a des priorités par rapport à différents business, par rapport à une orientation client, par rapport à une amélioration de la productivité. Et on va avoir différents types d'innovations qu'on va développer de manière différente, qui vont répondre à ces différents objectifs. Donc l'alignement entre la politique d'innovation et la stratégie de l'entreprise, je pense que c'est un point important. Et on voit encore trop d'organisations où ces deux points sont déconnectés. Il y a un département innovation qui fait des trucs, et on espère que de temps en temps, il y a un truc bon qui sort. Et puis il y a le département qui s'occupe de la stratégie. Je pense que ça, c'est un deuxième point. Maintenant, parmi les éléments qui ont été cités, il y en a un que je voudrais relever, c'est la dimension humaine. Si on regarde ce qui distingue les organisations qui sont très bonnes à gérer l'innovation des autres, ce n'est pas la créativité. Hein. L'innovation, ce n'est pas un problème de créativité. Hein, je me suis battu avec le ministre Marcourt pour qu'on n'appelle pas ça Creative Wallonia, qu'on appelle ça Innovative Wallonia ou Entrepreneurial Wallonia. Non, c'est Creative Wallonia. Bon. Le manque d'idées n'est dans la plupart des organisations pas le problème. Donc générer, passer de 100 à 200 à 300 idées en brainstorming, ce n'est pas ça qui va changer l'avenir de l'entreprise. Mais par contre, parmi ces idées, savoir les améliorer, les combiner, les faire maturer, évaluer parmi toutes ces idées lesquelles sont les bonnes, prioriser, choisir, savoir dire non. Une définition de la stratégie selon Porter, c'est choisir ce qu'on ne fait pas. Et donc parmi toutes les idées d'innovation qui sortent de tous ces processus, comment on va choisir non, ça c'est intéressant mais je ne le fais pas. Hein? Une chose qui est remarquable quand on voit tout le mouvement du monde financier de ces 5 dernières années, c'est tout ce qu'AXA n'a pas fait, que d'autres ont fait. Hein? Et donc cette idée de se concentrer en termes de stratégie, de savoir prioriser, de dire par rapport aux objectifs que j'ai, les innovations qui m'intéressent sont celles-là. Donc identifier les opportunités, évaluer, prioriser, et puis il y a la dernière chose qui est l'implémentation, le changement, l'innovation, surtout dans les groupes d'une certaine importance, c'est avant tout un problème de changement. Hein? C'est un problème d'arriver à mobiliser les ressources, à mobiliser les gens, pour leur donner envie, et tous ces trois processus, hein, identifier, évaluer, implémenter, en ligne avec la stratégie. Et puis il y a le cinquième, qui est parfois le plus oublié, c'est la dimension humaine. Hein. Des processus d'innovation, des projets d'innovation, c'est avant tout des gens, des équipes, qui doivent prendre des risques, puisqu'il y a un taux d'échec important, parce que innover, c'est perturber, c'est embêter, et donc faire en sorte qu'on ait dans l'organisation des gens qui aient la capacité, ça c'est notre boulot, et l'envie, ça c'est le vôtre, de faire bouger les choses. Hein, le monsieur avec les 3 écrans, en allant embêter son boss pour qu'on change ces 3 écrans, il prend un risque, il aura peut-être un mauvais bonus à la fin de l'année, ça va peut-être pas aboutir, etc. Donc cet aspect de stimulation d'une culture entrepreneuriale dans l'organisation est un des points, pour moi, qui est un lien avec ce qui a été présenté. Et donc ça nous mène un peu à une petite question qu'on se posait à la table, c'est comment vous faites. Hein, 60% du temps, vous voulez stimuler le management, stimuler les gens. Alors on a parlé de communication, on a parlé de difficultés dans un grand groupe, un groupe qui grandit très vite avec des fusions, hein, parce qu'on est déjà, moi je travaille avec les gens de Solvay Rodia pour le moment, le management est déjà en train de se demander ce qu'il va devenir dans 3 mois. Alors venir le motiver au futur de l'entreprise, on verra quoi, hein. Je vais d'abord voir si je suis toujours dans mon job, qui est mon nouveau chef, etc. Sachant aussi que le changement, hein, on est toujours pour chez les autres. Hein, donc vous allez voir des grands CEO qui vont dire je suis pour le changement, et puis on leur dit tu changes de bureau et de secrétaire, ah non, ça, Germaine avec qui je travaille depuis 25 ans, vous n'imaginez pas, etc. Hein, donc le changement, on est content chez les autres. Hein, et donc se rendre compte que changer, c'est risqué, ça fait peur, ça stresse, ça prend du temps, et donc accepter ça et aider les gens à la fois en leur donnant la capacité de rater, d'expérimenter, et à la fois en les motivant pour leur dire mais ce changement finalement c'est pas quelque chose qui t'est imposé par le corporé parce que tout d'un coup on a dit que, mais c'est quelque chose qui fera qu'ensemble on ira un petit peu plus loin. Très bien. Je pense que déjà vous avez interpellé l'orateur précédent et donc on ne va pas attendre de le faire venir. Moi je pense quand même qu'indirectement il a posé lui aussi une question. Je ne sais pas si c'était une question, mais il a fait ce statement. On a un secteur qui n'est pas toujours bien perçu, hein, où même les gens internes quelquefois ont besoin d'être revalorisés. Est-ce que vous pensez que vous, dans le monde universitaire, vous pouvez jouer un rôle pour, en fait, beaucoup mieux rééquilibrer les métiers dans la société? Donner envie à mes étudiants de faire de l'assurance. Alors, c'était pas prévu ça comme question. Hein. Non, je pense qu'une chose qu'on fait dans les cours de stratégie d'innovation, c'est de les ouvrir à tous les différents types d'innovation. Je pense que beaucoup d'étudiants ont encore l'idée que c'est tech quelque chose, quoi. Donc c'est biotech, ou c'est nanotech, ou c'est ICT, et puis tout le reste, c'est pas de l'innovation. Et je pense qu'on peut leur amener des gens de la Poste, des gens de Puratos, qui est dans
la pâtisserie, des gens de secteurs qui n'imaginaient pas du tout, des gens d'InBev. InBev est une des entreprises qui, en pratique de gestion innovation, est vraiment une best practice. Ben, les étudiants ne pensaient pas que dans la bière, qu'ils connaissent bien comme produit, mais est-ce que c'est une entreprise où la gestion innovation est quelque chose qui est important? Donc, je pense qu'une chose qu'on peut faire, pas nécessairement vis-à-vis du secteur financier, mais du secteur général, c'est de leur expliquer que l'innovation, c'est bien plus que la mise en œuvre de technologies. Parce qu'on a encore trop l'idée que innover, c'est prendre une nouvelle technologie et la transformer en un nouveau produit. Alors qu'innover, c'est beaucoup plus large que ça. Très bien. Alors, vous avez déjà posé une question à Emmanuel Talouette. On va donc lui proposer de vous rejoindre. Donc, restez, on va vous avoir tous les deux. Je réponds à la question. Oui, la question était claire. Et donc, je peux donner un conseil à monsieur avant? Non, pour vendre l'assurance, vous dites par exemple à ceux qui aiment la statistique nous sommes les premiers à inventer tous les modèles stochastiques. Et ça, c'est... J'ai un doctorat en mathématiques appliquées. Donc... Ah bah voilà. Alors, comment est-ce que je fais D'abord, moi, personnellement, j'ai beaucoup de chance, c'est que j'ai une équipe en laquelle j'ai confiance. Et donc, il y a des tas de décisions au quotidien qui se prennent au sein de l'équipe. Et je pense qu'aussi, montrer que l'on fait confiance et qu'on travaille en équipe encourage les autres à travailler en équipe et donc à traiter ensemble leurs sujets. Au-delà de ça, il y a deux trucs, enfin deux mécanismes que nous mettons en place. Alors je suis très humble parce que je pense qu'on n'est pas encore au stade innovant où j'aimerais être. Le premier, on a développé toute une démarche un peu basée sur des principes de lean management, un peu basée sur des anciens principes de métaplan ou équivalent pour ceux qui connaissent, donc l'affichage des choses, qui est une démarche qu'on a appelée W3, The Way We Work, 3W, donc Way We Work, et qu'on est en train de dérouler dans toute l'entreprise. Donc aujourd'hui, 2500 collaborateurs y sont passés. C'est une démarche qui fonctionne. L'idée, c'est quoi? C'est on prend une équipe, ou plusieurs équipes. En gros, on prend une population d'une 50aine de personnes qui a les mêmes intérêts avec leurs managers et on les force pendant 6 semaines à poser sur la table leur sujet. On les force à traverser, à traquer tous les temps improductifs qu'ils ont, parce que ce qu'ils font, c'est pour se faire plaisir et pas pour servir nos clients. Et donc ça, on dit pouf, on oublie. On les force à se dire, mais comment est-ce qu'on pourrait être meilleur? Donc ces fameux 3 écrans. Et puis, au bout de 6 semaines, il y a ce qu'on appelle le family meeting. Et avec le family meeting, c'est le moment où l'équipe se retrouve et elle prend un engagement. Elle prend un engagement, elle dit, ces trucs-là, c'est fini, on va le résoudre. Et on va le résoudre dans tel délai. Et à ce moment-là, le management arrive et valide le family meeting. Donc ce processus de transformation a des impacts très lourds sur la culture de l'entreprise parce qu'il redonne la confiance entre l'équipe et son management et il redonne ses capacités de dialogue. On le mesure très objectivement à travers une enquête collaborateur. On appelle ça Scope chez nous. Tous les ans, on fait une enquête collaborateur. L'une des 100 questions, c'est comment travaillez-vous en équipe, quelle est la confiance que vous avez dans votre management. Et on a constaté que les équipes qui étaient passées au travers de cette démarche, et donc aujourd'hui c'est maintenant les 2/3 de l'entreprise, ont un niveau de satisfaction et de confiance en eux-mêmes beaucoup plus important que les autres. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc que l'on utilise avec plus ou moins de bonheur, mais moi j'y crois et donc je le maintiens, c'est on a au niveau du groupe, donc là ça dépasse la Belgique, un Innovation Award. Qui est un système bottom-up, où en gros toutes les entités du groupe doivent présenter au groupe, alors les entités dans le groupe, il y en a une vingtaine, à cette maille-là, doivent présenter 3 projets, et puis pour que ces 20 présentent 3 projets, moi je demande à mes équipes, dans chacun de mes métiers, de nous présenter 3 projets au niveau du comité exécutif belge, et ainsi de suite, donc il y a tout un système de sélection. C'est des équipes. Donc ce sont les équipes. Donc ce ne sont pas des projets de monsieur ou madame Intel qui a eu une idée géniale, je trouve tout, qu'elle a mis dans la boîte aux lettres. C'est un truc qui est un business case et qui va être mis en œuvre par l'entité. Donc c'est quelque chose qui est pratique. On va le faire. Mais qui n'a pas déjà été fait. Et en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on pense que ce truc-là répond à une logique d'innovation, soit par rapport au client, soit par rapport à un produit, soit par rapport à un segment de marché. Et on va le présenter à la communauté d'AXA. Et la communauté d'AXA va organiser les awards avec des prix, des reconnaissances. Et in fine, qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort un petit booklet, qui est une des bibles que j'ai sur mon bureau, où on a la sélection des meilleurs projets sur les 5 thèmes. Il y a 5 thèmes en général, par segment de client et par typologie de métier. C'est pas juste n'importe quel projet. Oui.
Il y a des thèmes, donc c'est qu'est-ce que vous faites pour le segment client Happy Generation, donc Happy Generation c'est 50 ans plus, qu'est-ce que vous faites pour le segment de client SME, qu'est-ce que vous faites au titre du digital et de l'évolution du digital, et ainsi de suite. Donc 5 thèmes, et donc on a un booklet, et qu'est-ce que ça permet? Ça permet que, c'est difficile à faire vivre, mais ça permet que quand on se pose un certain nombre de questions, c'est tellement simple par moment juste de relire dans le booklet ce qu'ont fait les autres à ce titre. C'est difficile parce que les équipes préfèrent 1000 fois réinventer elles-mêmes plutôt que d'aller passer le petit coup de fil. Alors surtout si c'est un Américain ou un Asiatique qui va parler anglais comme une vache espagnole, hein, donc on va avoir du mal à le comprendre. Bon, non mais ça compte hein, dans la communication. Mais alors c'est le côté bonheur, ça, c'est que quand ils y arrivent, ça crée un réseau international et petit à petit les gens se connaissent et ont moins honte de le faire. Ils osent avouer, ben, je sais pas, qu'est-ce que toi tu as fait. Donc c'est le deuxième truc qu'on essaie d'utiliser pour démultiplier, pour créer un peu d'émulation entre nous, et puis pour piquer les bonnes idées. Bon, un exemple tout bête, la Suisse a lancé un truc, justement on parlait des jeunes, pour limiter le coût d'assurance des jeunes, un truc qu'on met dans la voiture, hein, un mouchard, enfin je sais pas comment on dit, hein, une boîte noire, voilà, une boîte noire qui permet de savoir en permanence à quelle vitesse vous roulez, quel était le comportement, patati patachtroum. Si bien que quand le jeune a un accident, à la place par principe de l'accuser qu'il avait trop bu, qu'il conduisait à gauche et ainsi de suite, on regarde d'abord la boîte noire. La boîte noire, elle dit les faits. Et donc après, c'est très calme, c'est très apaisé. Et on accepte de modifier le prix, parce que le jeune qui accepte ça, ça veut dire qu'il se sent responsable du sujet, donc il va avoir moins d'accidents, donc il paye 25% de moins, c'est normal. Donc voilà une idée qu'on a rapatriée en Belgique. Elle a eu moins de succès en Belgique qu'en Suisse parce qu'il y a ces éléments de culture que j'évoquais. Mais en tout cas, le fait de lancer l'idée, d'en parler, nous aide. Très bien. Alors, comme le temps avance, ce sont des sujets qui, je pense, intéressent vraiment beaucoup de participants. Moi, j'aimerais à un moment ouvrir la possibilité aux participants dans la salle. Avez-vous des questions? Avez-vous des points brûlants que vous aimeriez partager, poser à nos deux orateurs du jour? Je vous en prie, allez-y. Une chose qui m'a étonné un peu dans les deux discours, je n'ai pas entendu beaucoup de choses sur le client. La boîte client, C'est la réalité, donc c'est bon. D'accord. Non, je pense, enfin, si on parle, je parlais de la façon à laquelle l'entreprise gérait l'innovation. Ça, pour moi, c'est acquis. Je suis désolé, je ne suis pas humble en disant ça, mais c'est acquis. Dans nos processus d'innovation de produits ou de recherche de nouveaux produits, on a une équipe marketing qui est en amont à travers une méthode qu'on appelle le value for money, qui consiste à aller demander à un panel de clients si on fait telle garantie, est-ce que pour vous ça représente quelque chose ou est-ce que vous vous en foutez? Donc en amont du process, on a les équipes de recherche avec des panels clients qui jugent la value for money. Et en aval du process, on a systématiquement des tests utilisateurs et des tests clients avant d'engager les produits. Donc ça, c'est la première réponse. Et puis, on est dans une société B2B2C. Donc on est distribué par des courtiers. Donc il ne faut pas oublier que l'un de nos clients importants aussi, c'est nos distributeurs, nos courtiers. Et là, de la même façon, on organise des panels avec eux. Puis si on oubliait de le faire, il ne manquerait pas de nous le rappeler. Pour rebondir un petit peu là-dessus, il est clair que l'évolution des demandes des clients est une des sources d'innovation, parmi d'autres. Mais il faut quand même nuancer parce que si on parle d'innovation un peu plus radicale, la capacité des clients à dire « j'aurais envie de ça », assez limitée. Donc il y avait une étude que mes anciens collègues ont fait fin des années 80 sur ça va être quoi le marché pour le GSM dans le monde, et c'était 1 million de téléphones dans le monde. Ou bien c'est Force qui a dit, les gens avaient demandé des meilleurs chevaux plutôt qu'une voiture. Donc il faut. Par contre, quand on vient avec des choses qui sont plus innovantes, l'aspect de très vite venir avec des prototypes et de tester la réaction, ça c'est quelque chose qui est très important, au lieu de venir jusqu'au dernier détail et d'être plus capable après de le changer, ce que les gens du logiciel ont l'habitude de faire, puisqu'ils peuvent lancer des produits qui ne fonctionnent pas. Il y a un patch, mais on peut avoir un feedback de client. Dans le médical ou dans le chimique, c'est un peu plus difficile d'avoir des versions bêta. Mais ce côté test, ce côté à la fois entendre les clients, mais savoir aussi qu'il y a des choses qu'il a besoin dont il ne sait pas lui-même qu'il en a besoin, ou on peut créer le besoin. Mais aussi le fait, dès que je commence un produit, de très vite pouvoir tester avec, ici dans le cas des équipes de courtiers, des équipes de clients potentiels. Ça, c'est quelque chose d'important qu'on n'a pas toujours
qu'on ne fait pas toujours assez. On attend que le projet soit tout à fait développé pour oser aller... Dans l'Internet et le digital, ça me paraît clé, ça. Hein. Nous, on est vraiment dans des stratégies de test and learn. C'est-à-dire, on préfère lancer 10 idées qui vont capoter, mais au moins les lancer, plutôt que d'attendre 20 ans avant de lancer la première idée et que le concurrent en ait lancé 100. Et donc ça, le monde du digital, je crois, nous force aussi à nous remettre un peu en cause. Je suis vraiment convaincu par vos discours et par l'importance de l'innovation. Néanmoins, la réalité, c'est quoi? C'est un manque de burn-out, c'est de stress au travail. Oui. Comment mettez-vous ça en parallèle? Parce qu'aujourd'hui, à vous entendre, de l'Ouest, c'est vraiment votre présence dans un département, effectivement, j'ai tout ça. La réalité, elle n'est pas tout à fait aussi. Ah, bien sûr. Et je ne parle pas d'AXA en particulier, je parle du monde en général, de la France, Orange, tout ça. Comment expliquez-vous Le niveau. Pardon, vous voulez répondre? Non, je vais répondre très vite. D'abord, malheureusement, ma présence ne suffit pas à motiver les gens. Le niveau d'exigence que nous avons vis-à-vis de nos collaborateurs augmente considérablement. Dans nos métiers, hier, pour traiter un sinistre, on était seul, face à son écran, avec son dossier à soi. Aujourd'hui, on est dans un centre d'appel, on a un courtier qui n'est pas content, qui appelle, qui vous engueule, on ne sait pas ce que le voisin a répondu, l'informatique est en panne, une nanoseconde, mais ça suffit, et donc c'est le foutoir. Et donc ceci génère énormément de stress. On essaie de faire de la prévention de stress. Hein. On a lancé des enquêtes, on a identifié des liens extrêmement clairs entre, par exemple, la prise d'appel téléphonique et le niveau de stress. Donc c'est directement lié, en tout cas dans nos organisations. On a identifié un autre lien extrêmement fort qui est quel est le sentiment, la perception d'autonomie qu'a le collaborateur. Et le simple fait que, par exemple, on traque de façon productiviste beaucoup plus les temps que l'on met à ceci ou cela, fait que la personne, elle compte, elle coche en permanence, elle reçoit un appel, elle note quel est le prospect pour qu'on puisse se rappeler. Et donc, cette personne-là n'a plus de sentiment d'autonomie dans sa fonction. Et ceci génère un niveau de stress plus important. Donc, on est en train de regarder comment est-ce qu'on peut redonner ce sentiment d'autonomie avec des trucs qui quelquefois sont très simples. Hein. C'est vous pouvez vous déloguer 4 fois par jour du moment qu'en cumulé on n'excède pas une durée raisonnable, 30 minutes. Le book de relance client, on est en train de l'automatiser. Donc le collaborateur n'a plus à le remplir et ça se fait automatiquement et donc il vit beaucoup mieux ça. Mais incontestablement, je pense que la vraie difficulté, c'est le décalage. C'est la rapidité avec laquelle notre niveau d'exigence augmente, parce que les marchés financiers nous l'imposent, par rapport à la capacité culturelle de générer le changement, plus, selon la pyramide des âges et les cultures de pays, une plus ou moins grande résistance au changement. Et de l'expérience que j'ai dans d'autres pays européens, le Belge, culturellement, a sans doute une résistance au changement un peu plus grande que d'autres pays. On déménage peu en Belgique. On est habitué à rester sur place. On est encore beaucoup dans un commerce de proximité, de contact one-to-one, avec la connaissance de l'autre, ce qui apporte beaucoup de valeur sur l'acte commercial, mais ce qui, en termes de changement, fait une aversion au changement un peu plus forte. Mais c'est un vrai sujet. Peut-être deux éléments complémentaires. Il y a une des choses, c'est quand on lance des projets d'innovation, de ne pas sous-estimer tous les coûts du changement. Il n'y a qu'à dorénavant fait comme ça, ben on envoie un email à tout le monde et c'est bon. Voilà, ça, c'est une première manière de diminuer le stress. Une autre manière qu'on peut retrouver aussi, c'est les initiatives d'innovation sont souvent perçues par les départements comme un truc en plus. Donc d'abord, je dois faire mon business, puis je dois être éthique, je dois être biodégradable, et en plus, je dois être innovant. Hein, donc c'est la lasagne. Non, mais les initiatives du centre sont perçues comme en plus. Et en plus, je dois faire mon business. Hein, et mon boss, d'ailleurs, il me le dit, oui, ce truc d'innovation, tu le fais, mais d'abord, tu fais ça. Hein, et donc, c'est arriver pour l'innovation à montrer, et ça revient avec le fait que l'innovation est un moyen, pas une fin, à montrer au département, aux personnes, que les innovations qu'ils vont mettre en œuvre vont les aider à faire leur travail. Et donc, idéalement, c'est les départements qui viennent au centre dire, mais aidez-nous à innover. Plutôt que ce soit le centre qui dit à tout le monde, bon, mais dorénavant, en plus de tout le reste, vous devez innover. Et ça, c'est un discours, arriver à convaincre les différentes business units, par exemple, que les politiques d'innovation vont les aider, et que ce n'est pas en plus du reste, ça, c'est quelque chose de positivement, mais qui peut diminuer un petit peu ce côté, c'est pas facile. Ok, on a plusieurs questions. Peut-être la question. C'est dans la suite de ce qui vient d'être dit. Je ne comprends pas comment vous arrivez à conjuguer, ou si vous arrivez à conjuguer, d'une part, cette augmentation de la responsabilité, de la confiance du management vis-à-vis de ces gens, et d'autre part, cette
Il faut que ça le devienne. Non, non, mais pour beaucoup de gens, c'est pas compatible. On peut faire confiance aux gens dans ce qu'ils font, on peut faire confiance aux gens dans leur organisation, et pour autant, les gens peuvent accepter qu'on ait une entreprise qui a besoin de se réguler, et que donc on a besoin de savoir ce qu'ils font. Voilà, mais c'est toute la question. Absolument, c'est toute la question. Est-ce qu'on travaille sur les moyens ou est-ce qu'on travaille sur le résultat? Et comment, si le résultat n'est pas atteint, comment est-ce qu'on juge la responsabilité? Et donc, qu'est-ce qu'on doit mesurer pour être capable de juger cette responsabilité? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes plutôt orientés moyens. On vise à se décaler plutôt vers résultat. Comme on est encore très orienté moyen, on met des instruments de mesure du résultat qui sont sans doute un peu trop précis. Et il faudra qu'on donne plus confiance à l'entreprise pour limiter ça. La même chose que selon le plan technique, quand on nous demande d'avoir un résultat en nous imposant d'utiliser des moyens. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas juste. Ah oui, c'est tout le dilemme. C'est tout le dilemme. Ah oui. Avec une dimension quand même de partage de bonnes pratiques. On vous donne un objectif, mais on veut aussi vous aider à exploiter tout ce qui a été développé dans l'organisation comme bonne pratique pour atteindre ce moyen, plutôt que débrouillez-vous. Non, mais que vous devez mettre minimum 400 kg par mètre cube de ciment dans votre béton pour répondre à la norme, alors que vous pouvez faire votre béton tout aussi bon, tout avec beaucoup de... Ah oui, non, mais là on est dans les normes alors. Oui, mais c'est ça. c'est de ça que je parle. Mais c'est un petit peu bon. Ok, encore une question. Monsieur, vous avez bien parlé de l'exemple de l'éducation, mais à l'autre côté, on va se voir les régulateurs qui imposent plus en plus des règles. Oui. Comment est-ce que vous voyez le lien entre les deux? Est-ce que ça ne pose pas des dangers? Parce que l'innovation, on va avoir le temps, les moyens, et de plus en plus, on va demander de faire autre chose. Comment est-ce que vous voyez ça? Non, on vit, enfin, moi je vis ça très bien. Je vis ça très bien parce que l'innovation porte sur les flux. Quand on innove, en général, c'est plutôt pour le futur. Et donc, le temps que ça se mette en route, le temps qu'on en voit les conséquences sur le business, on peut s'adapter. Le régulateur, il gère principalement le stock. Lui, ce qui l'inquiète, c'est que compte tenu de son stock de clients, de produits, l'entreprise ne fasse pas défaut. Et donc, finalement, on est sur deux référentiels assez différents. Maintenant, est-ce que la façon de juger le stock par le régulateur est appropriée ou non? Là, il y a des grands débats. Mais au fond, enfin, on regarde... Nous, par exemple, quand on est sur des notions de produits innovants, on regarde évidemment quelle est la charge en capital que va générer ce produit. Donc c'est un paramètre comme un autre, et en fonction du résultat, on décide qu'on y va ou qu'on n'y va pas. Mais on n'est pas contraint aujourd'hui par le régulateur en termes d'innovation, en tout cas sur toute la partie assurance dommage. Sur la partie strictement financière, on est plutôt contraint par le représentant des consommateurs, c'est-à-dire la FSMA. Puisque là, la notion de produit complexe. Mais finalement, c'est quoi? C'est de dire, est-ce que nous acceptons d'avoir une transparence et donc une certaine éthique de comportement vis-à-vis de nos clients? Alors, évidemment, le protecteur du consommateur a envie d'aller peut-être plus loin que ce que nous voudrions. Mais au fond, on est là aussi au cœur d'un débat sociétal où on pense qu'il faut qu'on contribue. Donc on y arrive. Et la réglementation peut aussi être une source d'innovation, au sens où quand vous dites tel ingrédient que vous utilisez depuis 50 ans est interdit, il faut en trouver un nouveau, ou bien votre empreinte CO2 doit diviser par 2. C'est aussi des sources d'innovation qui permettent parfois à des nouveaux entrants de venir parce que le gros incumbent est coincé par ce qu'il a toujours fait. Donc ça peut aussi être une source d'innovation. Très bien, encore une question Je pense que vous êtes incontestablement leader au niveau mondial d'assurance, c'est des performances que peu d'entreprises ont fait dans leur vie, dans leur petit chapeau. Je me demande si vous n'avez pas un devoir par rapport à ça aussi, quelque part d'être leader dans l'innovation des pratiques en algérienne. Et je me dis, ce serait ça qui serait peut-être l'élément le plus passionnant pour tous les cadres d'AXA. On se dit comment est-ce qu'on peut inventer un système que les autres nous enverraient. Et là, j'ai plutôt l'impression que c'est juste une réaction bravo. Vous essayez d'imiter les Américains ou d'imiter un peu leur productivité, ce système-là. Donc j'ai l'impression qu'avec la culture d'AXA, vous pourriez emballer long. Alors, on a choisi comme axe, de fierté et de mobilisation des gens celui de la corporate responsibility. Et donc, on pense qu'à travers nos métiers, sur des sujets comme la dépendance, comme la climatologie, comme l'éducation au risque, je n'en ai pas parlé, mais c'est clé, on pense qu'on a là un vecteur qui est à la fois proche de nos métiers, qui peut
tirer nos comportements et on le pense de ce fait peut-être plus pérenne dans le temps. Le risque à nos yeux, hein, enfin on peut se tromper, le risque à nos yeux d'essayer de trouver un élément mobilisateur qui soit purement orienté sur nous-mêmes, c'est que, voilà, c'est... La responsabilité sociale, moi je suis pour, mais je veux dire, donner peut-être encore plus d'amplitude en disant, au fond, c'est ça qui va faire la différence. Je remercie parce que Karen, l'un de mes collaborateurs qui est dans la salle, a précisément en charge de nous aider à démultiplier notre présence là-dessus. C'est clé. Je crois que les gens ont besoin d'autre chose que de chiffres, de procès, donc, Ah oui, il faut ah que oui. des gens comme vous, Ah oui. qui avez cette sensibilité, soyez porteurs de ça. Oui. Ah, mais c'est un point clé. Il faut donner du rêve. Hein. Nos sociétés meurent de ne plus avoir de rêve. Vous lisez les journaux, vous êtes de mauvais poil pour la journée, quoi. Hein. Enfin, sauf quand la bourse a pris 10%, mais comme ça n'arrive plus jamais. Non, mais voilà. Donc il faut. Vous avez raison. Et je pense que le rôle du chef d'entreprise, c'est justement avec l'innovation, avec son style de management, avec son énergie, d'essayer de contribuer à donner du rêve à ses équipes. Mais Très bien. Il est quasiment 14h. On avait fait une promesse de vous Merci. libérer à 14h. Merci, c'est gentil. Un peu de rêve dans le dessert en plus. Et donc je pense qu'il est temps de se... Merci. Merci à vous.